Mafika Pascal Gouala est né le 5 octobre 1946. Il est poète, auteur, il fait des lectures dans des écoles, mais d'abord et avant tout, il s'implique au sein du mouvement de Black Consciousness et de la résistance contre l'apartheid. En 1982, il sort son deuxième recueil de poésie qui s'appelle No More Lullabies, dont je vais vous lire un extrait. Pour une défense de la poésie, qu'est-ce qu'il y a de poétique dans des bons de la défense, dans une voiture blindée? Qu'est-ce qu'il y a de poétique dans une longue peine de prison et dans des décès en captivité pour ceux qui menacent la sécurité de l'État? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de poétique quand on tire sur des enfants sans défense dans une rue de Soweto? Est-ce qu'il peut y avoir de la poésie quand on veut décourager les relations multiraciales? Est-ce qu'il peut y avoir de la poésie dans les lois sur l'immoralité? Qu'est-ce qu'il y a de poétique quand on peut décider de la vie des autres? Qu'est-ce qu'il y a de poétique quand on défend les droits de l'Eurenvolk? Tant que sur cette terre, mon pays n'a rien de poétique dans ce qu'il fait, c'est le désaccord qui sera poétique. Bonjour, j'ai hésité jusqu'à la dernière seconde, mais j'ai décidé de vous lire un extrait de Cher Ijawel ou un manifeste pour l'éducation d'une jeune fille de Chimamanda Ngozi Adichie que j'ai envie de lire et relire à ma propre fille de 4 ans et demi. Et elle me dit toujours « Maman, je comprends pas, qu'est-ce que tu me lis ?» Mais un jour, elle va comprendre. Je trouve ça très beau. C'est assez long, donc je vous lis le 15e et dernier conseil qu'elle fait à son amie. « Éduque-la à la différence. Fais de la différence une chose ordinaire. Fais de la différence une chose normale. Apprends-lui à ne pas attacher d'importance à la différence. Et il ne s'agit pas là de se montrer juste ou même gentille, mais simplement d'être humaine et pragmatique. Parce que la réalité de notre monde, c'est la différence. Et en l'éduquant à la différence, tu lui donnes les moyens de survivre dans un monde de diversité. Elle doit savoir et comprendre que dans le monde, les gens suivent des chemins différents et que tant que ces chemins ne nuisent pas aux autres, ce sont des chemins valables qu'elle doit respecter. Apprends-lui que nous ne savons pas tout et que nous ne pouvons pas tout savoir de toute la vie. La religion, comme la science, réserve une place pour les choses que nous ne savons pas et il suffit de vivre en paix avec cette idée. Apprends-lui à ne jamais généraliser ses propres principes ou expériences. Apprends-lui que ces principes ne s'appliquent qu'à elle seule et pas aux autres. C'est la seule forme d'humilité qui soit nécessaire, prendre conscience que la différence est normale. Dis-lui qu'il y a des gens qui sont gays et d'autres pas. Ce petit enfant a 2 papas ou cette petite fille a 2 mamans parce que c'est comme ça pour certaines personnes et c'est tout. Dis-lui que certaines personnes vont à la mosquée, certaines à l'église et certaines dans d'autres lieux de culte et que d'autres encore ne pratiquent aucun culte parce que pour certaines personnes, ça se passe comme ça et c'est tout. Tu lui diras « Toi, tu aimes l'huile de palme, mais il y a des gens qui n'aiment pas l'huile de palme. » Elle te demandera « Pourquoi ?» Tu lui répondras « Je ne sais pas, le monde est comme ça, tout simplement. » Je précise que je ne suis pas en train de te suggérer de l'éduquer à ne pas porter de jugement, une expression couramment utilisée actuellement et qui m'inquiète un peu. Le sentiment général derrière cette idée est tout à fait respectable, mais ne porter de jugement sur personne peut rapidement se résumer à n'avoir d'opinion sur rien ou à garder ses propres opinions pour soi. C'est pourquoi voici ce que je souhaite plutôt à Shizalum. Qu'elle ait quantité d'opinions et qu'elle les construise avec un esprit éclairé, humain et ouvert. Qu'elle soit en bonne santé et heureuse. Quelle est la vie qu'elle désire, quoi que cela puisse signifier. As-tu la migraine après avoir lu tout ça? Désolée. La prochaine fois, ne me demande pas comment donner une éducation féministe à ta fille. Avec toute mon affection, Chimamanda. Bonjour, bonjour. Donc, je voulais commencer ma lecture en reconnaissant que nous sommes sur un territoire non cédé et renouveler ma solidarité aux luttes autochtones d'ici et d'ailleurs. Donc, mon premier extrait est tiré de Oui, mon commandant d'Amadou Pateba. C'est un livre qui me tient beaucoup à cœur. Il appartenait à mon père qui l'a acheté en 75. Donc, c'est ça. Je vais vous lire un petit extrait.
Sous l'effet de la colonisation, la population de l'Afrique occidentale française s'était divisée automatiquement en 2 grands groupes, eux-mêmes subdivisés en 6 classes qui vinrent se superposer aux classes ethniques naturelles. Le premier était celui des citoyens de la République française, le second celui des simples sujets. Le premier groupe était divisé en 3 classes. Les citoyens français pur sang, nés en France ou européens naturalisés français, les citoyens français des 4 communes de plein exercice du Sénégal, Gorée, Saint-Louis, Dakar et Rufisque. Enfin, les Africains naturalisés citoyens français. Tous jouissaient des mêmes droits en principe et relevaient des tribunaux français. Le second groupe, celui des sujets, comprenait à son tour 3 classes. Au sommet de la hiérarchie venaient les sujets français du Sénégal, qui jouissaient d'une situation privilégiée par rapport à ceux des autres pays et auxquels on évitait de se frotter par peur de répercussions judiciaires ou politiques. Puis venaient, dans les autres territoires, les sujets français lettrés, c'est-à-dire scolarisés ou connaissant le français, et les sujets français illettrés, uniquement du point de vue français, cela va de soi. À côté de cette division officielle de la société, l'humour populaire en avait créé une autre, qui se réduisait à 4 classes. Celle des blancs ou toubabs, qui comprenait tous les Européens d'origine, celle des blancs noirs, qui comprenait tous les indigènes, petits fonctionnaires et agents de commerce lettrés en français, travaillant dans les bureaux et factureries des blancs, qu'ils avaient d'ailleurs tendance à imiter, celle des nègres des blancs, qui comprenait tous les indigènes illettrés, mais employait un titre quelconque par les blancs ou les blancs noirs, domestiques, boys, cuisiniers, etc. Enfin, celle des noirs, c'est-à-dire les Africains restés pleinement eux-mêmes et constituant la majorité de la population. C'était le groupe supportant patiemment le joug du colonisateur, partout où il y avait joug à porter. Du point de vue de la division officielle des classes, j'étais un sujet français lettré, né au Soudan et non au Sénégal, donc juste au-dessus de la dernière catégorie. Mais selon la hiérarchie indigène, j'étais incontestablement un blanc noir, ce qui, on l'a vu, nous valait quelques privilèges, à cette réserve près qu'à l'époque, le dernier des blancs venait toujours avant le premier des noirs. J'ai un deuxième extrait à vous lire de Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. En vérité, y a-t-il une différence entre un racisme et un autre? Ne retrouve-t-on pas la même chute, la même faillite de l'homme? Monsieur Manoni estime que le pauvre blanc d'Afrique du Sud déteste le noir indépendamment de tout processus économique. Outre qu'on peut comprendre cette attitude en évoquant la mentalité antisémite. Nous pourrions rétorquer que ce déplacement de l'agressivité du prolétariat blanc sur le prolétariat noir est fondamentalement en conséquence de la structure économique de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud? Une chaudière où 2 530 300 blancs matraquent et parquent 13 millions de noirs. Si les pauvres blancs haïssent les nègres, ce n'est pas, comme le laisserait entendre M. Manoni, parce que le racisme est l'œuvre de petits commerçants et de petits colons qui ont beaucoup trimé sans grand succès. Non, c'est parce que la structure de l'Afrique du Sud est une structure raciste. Négrophilie et philanthropie sont des injures en Afrique du Sud. On propose de séparer les indigènes des Européens, territorialement, économiquement et sur le terrain politique, et de leur permettre d'édifier leur propre civilisation sous la direction et l'autorité de Blancs, mais avec un minimum de contact entre les races. On propose de réserver aux indigènes des territoires et d'obliger le plus grand nombre à y habiter. La compétition économique serait supprimée et un chemin préparé pour la réhabilitation des pauvres blancs qui forment 50% de la population européenne. Il n'est pas exagéré de dire que la plupart des Sud-Africains éprouvent une répugnance presque physique vis-à-vis de ce qui met un indigène ou une personne de couleur à leur niveau.